Africains, je vous salue de Bamako, au Mali, la capitale de l'Afrique des libertés, au cœur de l'Alliance des États du Sahel. Je voudrais vous entretenir pendant quelques minutes de l'évolution de l'actualité politique africaine avec l'événement phare de cette semaine politique sur le continent africain, à savoir l'extradition le 17 janvier 2026 de l'ancien président de la transition du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui résidait depuis sa chute du pouvoir en septembre 2022 en République togolaise. Ce qui est extrêmement remarquable, depuis la confirmation de l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba du Togo vers Burkina Faso, ce qui est incroyablement étrange, c'est la levée de boucliers massive que l'on observe dans la CEDEAO, ou du moins ce qu'il en reste, mais surtout la levée de boucliers massive qu'on observe dans un État particulier de la CEDEAO, à savoir la Côte d'Ivoire, encore sous la capture, encore prise en otage à cet instant par Alassane Dramane Ouattara. Une question se pose, que dis-je? Une question s'impose. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara, comme d'ailleurs le confirment plusieurs organes de presse d'investigation nationale et internationale, panique-t-il après l'arrestation de Paul-Henri Sandaogo Damiba? Pourquoi la CEDEAO est-elle mal à l'aise et pourquoi les néocolonialistes français rasent-ils les murs? C'est pour vous donner une réponse précise à cette question-là que j'ai choisi de m'adresser à vous pendant quelques minutes maintenant. Si cela vous intéresse, partagez massivement cette émission qui se déroule actuellement sur 3 plateformes, à savoir Franklin Nyamsi Ouakameroun, l'Afrique des libertés. Elle se déroule sur Franklin Nyamsi Facebook et Afrique des libertés Talk sur TikTok, où vous êtes de plus en plus nombreux et où vous partagez goulûment les pains spirituels de la liberté des Africains, le festival des vérités crues. Alors, tour de partage, puis nous allons affronter rigoureusement ces questions. Gang, gang. Soyez bénis à travers le continent natal de l'homme, les diasporas d'Amérique, d'Asie, les diasporas d'Europe, et vous qui êtes dans les îles des océans Atlantique et Indien, large partage de ce programme, soyez bénis. Chaque chose a son temps, son temps. Chaque chose a son temps. C'est ce que dit la chanson de Jean Bikoko Aladin, l'un de nos morceaux fétiches. Ligweo, mama, ligweo, ligwenge. Mama, ligwenge, oh, ligwenge.
Mes chers amis, commençons donc l'examen de cette question. Un certain 6 juin 2012, on lisait ceci d'une dépêche publiée sur BBC News Afrique. Le 6 juin 2012, on lisait ceci dans BBC News Afrique. Un ex-ministre de Gbagbo arrêté au Togo. L'ancien ministre ivoirien de la Défense, Moïse Lida Kwasi, a été arrêté mercredi matin à 10h chez lui à Lomé, où il vit depuis la chute du régime Gbagbo. Les autorités togolaises ne se sont pas encore exprimées sur les motifs de son arrestation. Selon un de nos correspondants, l'ancien ministre est entendu à la gendarmerie. Le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé mercredi dans la capitale togolaise pour une réunion de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On ignore si Moïse Lida Kwasi faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, comme c'est le cas pour certains anciens dirigeants du régime Gbagbo. Voici ce qu'on lisait le 6 juin 2012 sur la terre des hommes. Ce jour-là, Alassane Dramane Ouattara obtenait des autorités de la République togolaise que l'ancien ministre, le professeur Lida Kwasi, ancien ministre du régime du président Laurent Gbagbo, soit arrêté, puis par la suite extradé manu militari au Togo. Pardon, extradé manu militari du Togo vers la Côte d'Ivoire. Lorsque cela se passait, eh bien, en juin 2012, Alassane Dramane Ouattara était particulièrement content du Togo, d'autant plus qu'il était venu la veille demander la tête de Lida Kwasi et que les autorités togolaises avaient cru bon de satisfaire sa demande. Par la suite, Lida Kwasi devait être jugé et accusé, donc, dans le cadre de ce jugement, de tentative de coup d'État, de tentative de déstabilisation des institutions ivoiriennes. Et dans ces conditions, il écopait d'une peine d'emprisonnement. Nous sommes aujourd'hui, mercredi, le 21 janvier 2026. Nous sommes, eh bien, pratiquement 14 ans plus tard. 14 ans plus tard, un ancien officier de l'armée burkinabé, ancien président de la transition du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, est arrêté le 16 janvier et il est extradé vers le Burkina Faso le 17 janvier 2026 à la suite d'accusations de tentatives de déstabilisation, d'accusations de détournement massif de deniers publics. Il est donc extradé vers son pays natal, le Burkina Faso. Et là, à Abidjan, au palais présidentiel, à la résidence de la Riviera, à la résidence d'Assini, Alassane Dramane Ouattara ne décolère plus. Le journal d'investigation en ligne Africa Intelligence fait état de transes de colère du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique. Le même Alassane Dramane Ouattara, qui était très content du Togo en 2012, quand on lui livrait le ministre professeur Lida Kwasi Moïse, est le même Alassane Dramane Ouattara qui menace de s'étrangler, menace de s'étouffer de rage. Alassane Dramane Ouattara qui pète câble sur câble et qui augmente ses doses de barbiturique pour pouvoir supporter sa nervosité incommensurable. C'est le même individu qui, cette fois-ci, est passé de Charib dans Silla et jure ses grands dieux que le Togo va le lui payer très cher.
et que le président du Conseil togolais, chef de l'État du Togo, Faure Gnassingbé, ne perd rien pour attendre. La question qu'on peut se poser devant cette excitation d'Alassane Dramane Ouattara et de toute la Ouattari, de toute la satrapie reptilienne qui tient actuellement en otage le peuple ivoirien, qu'est-ce qui peut expliquer cette agitation, cette surexcitation, cette nervosité? Pourquoi se sentent-ils mal alors même que c'est Damiba, un Burkinabé, qui a été, à la demande des autorités burkinabées, arrêté, jugé et extradé? Qu'est-ce que Abidjan vient chercher dans les bisbilles ou les négociations politiques togolo-burkinabé ou burkinabéo-togolaise? On pourrait répondre de façon péremptoire et précipitée. La Côte d'Ivoire de Ouattara n'a rien à voir dans cette affaire, elle n'a rien à y dire. On dira que cette affaire relève des relations diplomatiques exclusives du Togo et du Burkina, et que tout le monde, à la limite, devrait circuler, il n'y a rien à voir. Je voudrais vous dire, sans le moindre risque de me tromper, qu'une telle analyse est fausse. Croire que la Côte d'Ivoire n'est pas concernée par ce qui vient de se passer entre le Burkina Faso et le Togo, c'est ignorer les dessous des cartes. Nous allons parler des dessous des cartes. Nous allons essayer de comprendre la colère de Ouattara. Nous allons comprendre sa transe, sa nervosité, son angoisse, sa peur. Nous allons essayer de comprendre la panique qui s'empare du régime du RHDP. Panique qui est telle qu'Alassane Dramane Ouattara est incapable de changer de Premier ministre, tellement il veut bénéficier de la protection de ses maîtres français qui lui ont imposé ce Premier ministre depuis maintenant plusieurs années. Alassane Ouattara est paralysé, il est tétanisé de peur. Pourquoi? Parce que, nous allons l'expliquer, il est concerné par le cas d'Aniba. Procédons à l'examen des raisons pour lesquelles Alassane Dramane Ouattara panique. La première raison pour laquelle Alassane Dramane Ouattara panique, c'est que de tous les dirigeants de la CEDEAO, il est celui qui a toujours été à l'avant-garde de la plupart des... Il est celui qui a toujours été à l'avant-garde de la plupart des déstabilisations sur le continent africain. Alassane Dramane Ouattara, pour ceux qui ont une certaine mémoire, on se souviendra qu'il a commencé ses coups d'État en Afrique de l'Ouest au minimum à partir de 1993. Nommé en 1989-90 Premier ministre du président Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara n'a de cesse de se battre pour lui succéder, y compris par la violation de la constitution ivoirienne d'alors, dont l'article 11 prévoyait ni plus ni moins que ceci. L'article 11 prévoyait que le décès ou la vacance du pouvoir du président de la République ayant lieu, c'est le président de l'Assemblée nationale qui lui succède statutairement et constitutionnellement. En 1993, au mois de décembre, quand le président Félix Houphouët-Boigny décède, c'est le président Aimé-Henri Konan Bédié qui est alors président de l'Assemblée nationale. Il va de soi que c'est à lui qu'il appartient de gérer l'intérim de la présidence de la République ivoirienne avant les élections suivantes. Mais Alassane Dramane Ouattara, Premier ministre parachuté par les charmes de la belle Jésabel Dominique auprès du président Félix Houphouët-Boigny, n'entend pas la chose de cette oreille.
Alassane Dramane Ouattara va rencontrer personnellement deux figures majeures du régime du président Houphouët-Boigny, à savoir le chef d'état-major des armées ivoiriennes d'alors, le général Robert Gueye. Il lui demande à Robert Gueye de mettre l'armée ivoirienne à sa disposition, lui, Alassane Dramane Ouattara. Et Alassane Ouattara fait la même démarche en allant rencontrer le secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDC-IRDA, et le secrétaire général du PDC-RDA d'alors n'est rien d'autre que le ministre Laurent Dona Fologo. Le général Robert Gueye avant sa mort et le ministre Laurent Dona Fologo avant la sienne ont ouvertement et publiquement témoigné qu'Alassane Dramane Ouattara leur avait demandé de violer la Constitution pour mettre le pouvoir à sa disposition. À partir de 1993, Alassane Ouattara sera systématiquement présent dans tous les coups d'État qui ont été perpétrés en Côte d'Ivoire jusqu'en 2025. Il est au cœur du coup d'État de 1995 qui, sous couvert de boycott actif, avait pour but de faire tomber le régime du président Bédié. Cela échoue. Il est au cœur du coup d'État du 24 décembre 1999 qui permet à des officiers, sous-officiers proches de lui de prendre le pouvoir, de se maquiller derrière le général Robert Gueye dans le but de préparer son intronisation par une modification opportune, espère-t-il, de l'article 35 de la Constitution ivoirienne d'alors. Installé au pouvoir, le général Robert Gueye fait volte-face. Il a pris goût et décide de ne pas balayer la maison du pouvoir pour quelqu'un d'autre que lui-même. Alassane Dramane Ouattara lance aussitôt contre le général Robert Gueye une tentative de coup d'État. C'est le complot du cheval blanc. Ce complot a lieu en septembre 2000. Le général Robert Gueye échappe à cette tentative d'assassinat des hommes de Ouattara et malgré qu'il y ait échappé, il ne va pas échapper à la défaite électorale imposée par Laurent Gbagbo et le FPI lors des élections d'octobre 2000. Par la suite, l'armée se disloque, en tout cas se met sous les ordres du président élu Laurent Gbagbo, contraignant Robert Gueye à s'enfuir à Guessesso. Laurent Gbagbo s'installe au pouvoir au prix d'une élection qu'il appellera lui-même calamiteuse en raison des circonstances exceptionnelles d'exclusion et de violence qui l'auront entouré. À peine Laurent Gbagbo a-t-il mis le pied sur l'étrier du pouvoir qu'Alassane Dramane Ouattara relance une tentative de coup d'État qui va se solder avec le fameux charnier de Yopougon. Laurent Gbagbo n'a même pas encore fait 3 mois au pouvoir que déjà, les 6-7 janvier 2001, Alassane Dramane Ouattara lance à l'assaut du pouvoir à Abidjan ces hommes qui sont planqués au Burkina Faso et à la tête desquels on trouve l'ancien caporal des sapeurs-pompiers de Côte d'Ivoire à Djamé, Ibrahim Koulibaly, dit sergent Ibé. Le complot de la Mercedes noire échoue. Ibrahim Koulibaly s'enfuit au Burkina Faso et rebelote en septembre 2002, cette fois-ci sous le commandement de l'ancien leader de la FESI et leader donc de la jeunesse ivoirienne Guillaume Kibafouri Soro. Les hommes à la solde de Alassane Dramane Ouattara lancent le coup d'État de septembre 2002 qui leur permet de se replier sur la région de Bouaké du Nord et d'imposer par une succession de négociations le retour d'Alassane Dramane Ouattara dans le jeu politique ivoirien. Ce retour est introduit dans le marbre de la Constitution à travers l'article 48, utilisé par le président d'alors de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo,
au terme de l'accord de 2005 tenu à Pretoria, en Afrique du Sud, sous l'égide du président Thabo Mbeki. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est à l'origine du coup d'État de 2002 contre Laurent Gbagbo. Le témoignage en a été donné par le principal responsable organisationnel sur le terrain, le secrétaire général de la FESI, par la suite secrétaire général du MPCI et des Forces Nouvelles, par la suite ministre d'État de la Communication, Premier ministre, par la suite président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, qui s'en est repenti depuis très lors et a avoué, urbi et orbi, que c'est pour aider, au nom du panafricanisme, Alassane Dramane Ouattara à exercer pleinement ses droits de citoyen ivoirien, que ce coup d'État a été fait. Mais dans sa manière inimitable de s'asseoir, Ouattara Dramane ne s'arrêtera pas là. Après 2002, Alassane Dramane Ouattara, cette fois-ci en association avec ses amis du RHDP, va tenter un coup d'État au mois de février, donnant à mars-avril 2010, après la dissolution du Parlement et la dissolution, de la commission électorale indépendante par le président Laurent Gbagbo, commission électorale indépendante qui était alors sous la direction d'un certain fraudeur, un vétéran nommé Robert Mambé-Begré. Lorsque le président Laurent Gbagbo dissout cette commission électorale dans laquelle il voit une immense fraude en préparation, les partis d'alors du RHDP appellent les forces nouvelles du président Guillaume Kibafori Soro à renverser urbi et orbi le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Je vous donne là des éléments archivistiques incontestables. Allez lire l'histoire. Après la double dissolution de la CEI et je pense et du gouvernement en février, mars, avril 2010. Alassane Dramane Ouattara est à l'avant-garde pour demander à Guillaume Soro de reprendre les armes et de l'installer au pouvoir. Guillaume Kibafori Soro refuse et exige qu'il y ait d'abord des élections et que ce soit le vainqueur aux élections qui exerce le pouvoir. Le conflit couve. Non seulement à cette époque, Guillaume Kibafori Soro est accusé de trahison puisqu'il refuserait de combattre pour installer Ouattara et ses alliés au pouvoir, mais à la fin de l'année 2010, souvenez-vous-en, éclate le conflit sur le résultat, non pas du premier tour de l'élection présidentielle qui est gagnée par Laurent Gbagbo, mais le résultat du second tour. Alassane Dramane Ouattara qui se gargarise aujourd'hui de l'idée que personne ne peut contester les résultats du Conseil constitutionnel, refusa d'accepter les résultats qui avaient été proclamés en première instance par le Conseil constitutionnel. Résultat qui le donnait battu et qui donnait le président Laurent Gbagbo vainqueur. Alassane Ouattara alors remobilise ses alliés politiques du PDCI-RDA, ses alliés politiques des forces nouvelles. Il mobilise bien sûr la France, l'ONU et c'est au prix d'une guerre qui va coûter 3000 morts au peuple de Côte d'Ivoire qu'il exerce le pouvoir. Voilà l'homme. En 2015, il est en roue libre. Ses principaux opposants sont en prison et il constitue une alliance forte avec le président Aimé-Henri Konan Bédié au nom du célèbre appel de Daoukro du 17 septembre 2014. En roue libre, Alassane Ouattara se fait reconduire à la tête de l'État. En 2020, Alassane Dramane Ouattara braque le peuple de Côte d'Ivoire, déclenchant une crise majeure avec une désobéissance civile dans laquelle le président Aimé-Henri Konan Bédié mènera son dernier grand combat politique. Mais c'est au prix de coups d'État successifs qu'Alassane Dramane Ouattara gouverne.